Le 1er et le 2 juillet prochain, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, participera en Mauritanie aux côtés de ses pairs du continent au 31e sommet de l'Union africaine. Les enjeux de cette réunion de Nouakchott, dont les travaux porteront notamment sur la question de la réforme de l'Union africaine, mais aussi sur le financement des opérations des maintien de la paix autorisées par les Nations Unies. On en parle dans cette émission. La Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, devra dans les jours à venir maximiser ses performances grâce notamment à l'introduction dans la loi créant la dite société, la notion d'audit externe annuel. Le texte irrélatif a été adopté cette semaine par les deux chambres du Parlement. Les conséquences à récolter avec cette nouvelle loi à suivre dans la deuxième partie de votre magazine Presse Tribune. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Et pour en parler dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Giscard Maungou. Il est donc journaliste, chef de service politique chez DRTV International. Giscard Maungou, bienvenue. Merci. Nous avons aussi M. Hassen Clovin, il est donc membre de la société civile. M. Hassen, un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Et nous avons également M. Joachim Mbanza, il est donc journaliste. M. Joachim, bienvenue dans Presse Tribune. Merci. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine et on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, je vous signale que nous aurons en ligne depuis Pointe-Noire notre confrère Ernest Dimi qui va participer donc dans cette émission. On va commencer, vous le savez, avec la tradition de cette émission, donc les faits marquants de l'actualité, le fait marquant de la semaine de l'actualité, avec Giscard Maungou. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous cette semaine dans l'actualité ? Merci bien Sergio. On se souviendra qu'il y a quelques jours déjà, il y a eu plus de 80 présumés miliciens ninjas qui ont été libérés de la maison d'arrêt. Et je voulais par là faire un parallèle avec notre confrère Fortuné Ndombe qui y est. Et les raisons sont connues parce que le jour où il avait été arrêté, le procureur de la République disait clairement qu'il avait été arrêté après avoir publié un discours du pasteur Toumi. Donc, ce qu'il avait publié, même si jusqu'à aujourd'hui, le Conseil supérieur de la liberté de communication nie le fait qu'il a été arrêté par rapport à ce qu'il avait publié, mais le fait qu'on ait libéré ces présumés ninjas, le fait qu'il y a eu les accords du 23 décembre entre les partisans du pasteur Toumi et le gouvernement de la République, jusqu'alors, je me pose encore la question, pourquoi notre confrère est toujours en prison? Et par là aussi, je voulais quand même aussi dire à nous, la presse, appeler un peu aussi à cette solidarité sans toutefois toujours aliéner la raison concernant le confrère Fortuné Mbemba, que nous appelons Talassa. Il est temps que Fortuné Mbemba puisse sortir de la prison. Ça fait quand même 1 année et 6 mois aujourd'hui. Et Joachim Mbanza? Merci bien. Pour ce qui est de l'événement qui a marqué, on va dire, la semaine qui vient de s'achever, je voulais d'abord parler du sport, notamment de la Coupe du Monde Russie 2018, avant de revenir sur le dernier point évoqué par mon jeune confrère Giscard Maungou. Alors pour moi, évidemment, l'événement, c'est la débâcle des équipes africaines dès la première phase de la Coupe du Monde. Ça nous a évidemment beaucoup marqué, beaucoup déçus. On pensait que, entre le Nigeria et le Sénégal, l'une des deux équipes pouvait faire l'honneur au continent d'aller en 8e de finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais de manière générale, on peut retenir que les équipes africaines n'ont pas démérité. Voilà. En tout cas, on a vu un très beau spectacle et tout. Et au contraire, ça ouvre beaucoup d'espoir sur l'avenir du football africain. Alors, pour
revenir sur le point évoqué par Giscard Maungu, juste quelques éclaircissements. Bon, malheureusement, on n'a pas de résultats, c'est surtout les résultats qui parlent. Il ne faut pas penser que parce que notre confrère est en prison, que rien ne se fait. Il y a des gens qui se démènent, évidemment, pour tout faire de façon à ce qu'il retrouve la liberté. Mais vous savez, nous le disons toujours, que la justice est indépendante. Donc, il y a une procédure judiciaire qui prend en compte l'accord de paix qui a été signé. Et donc, s'il y a 80 personnes qui ont été libérées, vous pouvez remarquer que ces 80 personnes ont été libérées bien après les premières personnes qui avaient été libérées quelques semaines après la signature de l'accord. C'est pour dire que chaque affaire est un peu dans sa procédure. Donc, dès la semaine prochaine, je crois, il va y avoir une audience qui va statuer sur la remise en liberté de M. Fortuné Dombebemba, et espérant que ça sera le cas. Et donc, toujours dans la foulée, bien que nous n'ayons pas encore exactement des précisions de l'information, je me quand même signaler qu'il y a aussi notre confrère, vous le connaissez bien, donc c'est M. Alphonse Dongo qui avait l'habitude d'être ici avec nous sur ce plateau. Alphonse Dongo qui aurait été interpellé et auditionné au niveau donc, de la DST, mais depuis le mercredi, nous n'arrivons pas à entrer en contact sans pour autant voir la confirmation s'il y est détenu ou il a été sorti de là libre. Mais nous pensons continuer à suivre ces informations sur sa situation donc, de Alphonse Ndongo. On va pas terminer parce qu'il y a Elnas Dimi qui est du côté de Pointe-Noire, mais Clovin, Hassen, vous, les faits d'actualité marquant la semaine. Les faits d'actualité marquant la semaine que je retiens, c'est d'abord la suspension qui a été évitée par le Congo au niveau du processus ITIE. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le Congo n'a pas été suspendu. On lui a accordé juste 18 mois pour qu'il puisse parfaire son processus afin de se soumettre à une nouvelle validation, de manière à ce qu'il puisse satisfaire à toutes les exigences pour être vraiment conforme avec la norme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et par là, je devrais donc saisir cette occasion pour remercier le Premier ministre qui a écouté la voix des enfants, la voix des jeunes, qui militait pour que les jeunes activistes de ras-le-bol soient libérés. Et il a respecté sa parole qu'il avait donnée. Les jeunes ont été libérés. Et c'est ici l'occasion de dire que la société civile, en fait, n'est pas une opposition qui travaille contre le pouvoir. La société civile travaille pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme, alerter de cette manière qu'il serve réellement et que le gouvernement soit au service des citoyens, que le gouvernement travaille pour le développement du Congo. Et la société civile sera obligée, quelles que soient les pressions, à continuer à faire cette pression pour que le gouvernement puisse travailler et rendre compte aux citoyens. Merci beaucoup. On va terminer avec Ernest Dimi. Vous êtes à Pointe-Noire, Ernest Dimi. Merci d'être avec nous en ligne. Pour vous, certainement, on retient cette semaine, on l'a évoqué tout à l'heure, aussi la libération de ex-prisonniers présumés ninja du pasteur Ntoumi. Les faits qui ont retenu mon attention cette semaine sont nombreux, mais pour l'essentiel, je crois qu'il s'agit de la libération des 80 proches d'Ntoumi, parmi lesquels des ex-Ninjansi Loulou, des adeptes de Bundou Dia Congo, des amis et autres qui ont été arrêtés après les attaques du 4 avril 2016. Ils ont été tous détenus provisoirement à la maison d'arrêt de Brazzaville où ils attendaient donc leur jugement. Mais la décision de la Cour d'appel de Brazzaville était tombée le 25 juin dernier, donnant donc la possibilité à la direction générale de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire à la maison d'arrêt de Brazzaville, de mettre ces Congolais, ses proches, ses partisans de Frédéric Bintamou à la disposition de la commission ad hoc mixte paritaire conformément à l'accord de Kinkala qui proposait ou recommandait leur libération dans le cadre de la normalisation de la vie dans le département du Poul. On pourrait aussi parler, si vous voulez,
des examens d'État qui se sont achevés cette semaine aussi, en fait la semaine passée, avec la fin du brevet d'études du premier cycle, et, vous savez, sans incidents majeurs, vous l'avez constaté sur toute l'étendue du territoire national. De fuites et de preuves n'ont pas été constatées, des cas de fraude n'ont pas été officiellement identifiés aussi, hein, vous le savez, et je crois que c'est quand même un pari qui aurait été gagné dans le sens, dans l'organisation des examens d'État, notamment cette année, avec le CEP, avec le bac et avec le BEPC, pour ne citer que ceux de l'enseignement général. Je serai gourmand aujourd'hui, particulièrement Sergio, parce qu'il s'agit également de l'attitude de Joseph Kinyombi Kambungu, qui d'abord était absent le jour de la signature du mémorandum pour lequel il était partant à l'opposition qui dirige Pascal Tchati Mabiala, et qui a tenu donc à s'affirmer, à se prononcer, à émettre ses réserves vis-à-vis de la démocratie qui serait un peu en difficulté dans cette plateforme de l'opposition constitutionnelle. Donc ça veut dire que c'est pour moi comme un petit mauvais départ du chef de file de l'opposition, avec des problèmes auxquels les opposants nous ont toujours habitués au Congo, notamment ceux liés à leur manque de consensus, à leur manque d'unanimité, à leur coup d'éclat permanent. Merci. Alors, on va entrer dans le vif donc de notre sujet. On commence, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, parler du sommet de Nouakchott. Alors, la première question, on sait bien que cette réunion, 31e sommet, est placée sous les thèmes donc de la lutte contre la corruption lancée depuis janvier par l'Union africaine. Moi, la première question que je me posais, aujourd'hui, on va faire une sorte de lancement au niveau de Nouakchott. Est-ce que sentez-vous que depuis ou aujourd'hui plus que hier, la question de la corruption est prise à bras-le-corps dans les pays africains? Merci bien. La corruption est un thème profondément préoccupant pour l'Afrique. Hein. Et nous, Africains, cadres africains, nous devons être conscients de ce que il faut tout faire pour lutter contre ce fléau, de façon à garantir le développement de nos États. Parce que la corruption est un véritable cancer qui amène la pauvreté, qui amène la violence, qui amène la dérégulation du fonctionnement d'un État, et donc qui pourrit les choses, et donc qui freine le développement. Il nous faut en être conscients. Il y a que ceux qui croient évidemment s'enrichir à travers la corruption, qui pensent que c'est une bonne chose parce que ça leur est profitable. Mais vu de manière sous l'angle des responsabilités publiques, il faut savoir que la corruption est un véritable cancer. Oui, mais maintenant je viens à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que l'Afrique est très mal classée, hein, dans le classement que dresse l'ONG Transparency International, hein, à travers le monde. Le premier pays, je crois, ça doit être, je ne sais pas si, j'ai pas vu le classement 2017, mais en tout cas, jusque-là, c'était un peu le Botswana qui tenait la tête et tout. Et le Botswana était à la 31e place dans le classement mondial. Donc, c'est pour vous dire que nous devons faire beaucoup d'efforts. Maintenant, est-ce que ce problème est pris à bras-le-corps? Pour le cas de notre pays, on peut dire oui, parce que on a des références en ce qui concerne, par exemple, l'engagement politique du chef de l'État. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait ouvert son second septennat en 2009, en sifflant contre ce phénomène. Souvenez-vous, à son discours solennel d'investiture, il avait interpellé les gouvernants, il avait interpellé les cadres, ses compatriotes, en disant « Changez de mentalité, ne vous adonnez pas aux antivaleurs, mais plutôt au travail bien fait, ainsi de suite. » Et cette partie du discours du chef de l'État avait été beaucoup applaudie dans la salle du Palais des Congrès où il prêtait serment. Mais on va dire, sur le plan pratique, oui, il y a eu aussi des efforts, puisque il y a des institutions qui ont été mises en place spécifiquement pour lutter contre la corruption.
Et il y a eu même des enquêtes qui ont démontré les différentes administrations qui sont gangrénées par la corruption, la douane, la justice, et ainsi de suite. Voyez-vous, donc on peut dire qu'il y a même... Mais non, est-ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire, il y a des résultats vraiment probants? Le chemin est encore malheureusement lent. Au point que le président de la République est revenu sur ça dans son discours d'investiture en 2016 et dans son discours, voilà, 2017. En décembre 2017. Je donne la parole donc à Clovin. Allez-y, vous prenez la parole. Voilà. Moi, tout en ajoutant, on voit bien qu'il y a cette volonté, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est suffisant? Non, il faut encore des efforts. Mais tout à l'heure, on a parlé de la corruption qu'on a mis quasiment aux premières loges du 31e sommet, sommet de l'Union africaine. De l'Union africaine, alors que j'ai comme l'impression que ça a été un peu comme obligé. Ils ont été un peu comme obligés après les révélations du Ghanéen, du Conseil consultatif de l'Union africaine de lutte contre la corruption, qui a mis en exergue la corruption qui existe au sein même de l'Union africaine, où dans les recrutements, on vous prend 2-3 mois, les 2 premiers mois de salaire, et celui qui vous a recruté bénéficie de ces mois-là. Et donc, c'est comme l'impression que Moussa Faki Mahamat a été un peu aussi influencé par la lettre du 8 juin de Daniel Batidam, le Ghanéen. Encore qu'il faut donc aussi des efforts. Et ramenons cela dans nos pays respectifs. C'est vrai qu'il y a un classement. Il y a aussi, il faut avouer que certains pays en Afrique ont fait des efforts dans la lutte contre la corruption. Dans notre pays, nous avons des textes, nous avons des institutions pour lutter contre la corruption. Il y a une action, on va dire, politique, mais est-ce que ça suffit, cette action politique? Il faut bien qu'il y ait le concret sur le terrain. Malheureusement, j'ai bien peur que sur ce point, le bilan reste encore mitigé. C'est vrai que, vous savez, je l'ai dit une fois dans cet espace qu'en 2009, par exemple, Denis Sassou Nguesso, dans son discours le 14 août, il appelait déjà à lutter contre ces actions. Lorsqu'il parlait de l'échec-choix, les comportements déviants, tout ce qui est corruption. Mais dans la réalité, ceux qui sont appelés à mettre en musique cette politique de lutte véritablement contre la corruption n'ont pas été aussi efficaces sur le terrain. Et même les commissions, la commission de lutte contre justement la corruption, et même l'observatoire, c'est vrai que c'était des commissions qui travaillaient, mais bon, on a eu comme l'impression que c'était, je vais être un peu méchant, un peu comme des décors, concrètement sur le terrain. D'accord. Monsieur Hassen, mais on a vu récemment avec le Conseil de ministres la décision de mettre en place une commission de lutte contre la corruption nantie de pouvoir d'aller faire des enquêtes, c'est-à-dire avoir beaucoup plus une force coercitive. Est-ce que en mettant en place cette structure, on peut se dire qu'on peut s'attendre dans les jours à venir des résultats probants, parce que ça traîne encore à venir? Bon, personnellement, je pense qu'il faut attendre, voir. Parce qu'en réalité, on connaît que notre pays, c'est un pays spécialisé en slogans. On lance des bons slogans sur tel ou tel aspect. Dans la pratique, on n'y voit rien. Ça fait 10 ans, c'est en 2008, si je ne me trompe pas, que la loi créant l'Observatoire anticorruption a été créée, a été promulguée. Mais 10 ans après, on n'a aucun citoyen jugé au tribunal pour les faits de corruption, de détournement de fonds publics. Vous allez quand même voir récemment, il y a des arrestations. Je ne parle pas des arrestations, ça ne veut rien dire. Ça fait combien de temps que ceux-là ont été arrêtés? Pourquoi cette instruction n'arrive pas à terme? Le grand problème aujourd'hui, c'est d'être réaliste. C'est vrai, il y a la volonté politique dans les initiatives, mais ils sont dans un engrenage tel que le poids des uns contre les autres fait que rien ne peut avancer, parce que tu vas sanctionner qui? Celui qui a corrompu et le corrupteur et le corrompu, ils sont dans la même salle, ils vivent dans la même assiette, ils font dans le même réseau. Et quand vous voulez prendre une décision, le président Lamine Nguele l'a dit. Il a bien dit qu'il a des dossiers qu'il a déjà ficelés
pour que ces personnes soient traduites en justice. Il a même déclaré qu'il en a transmis chez le procureur. Le procureur a réagi, je n'en ai pas reçu. Quel que soit ce qu'on peut dire, la pratique, c'est qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Je prends un exemple simple aujourd'hui au Portugal et en Espagne. Il y a des comptes qui sont bloqués, qu'on a gardés, où c'est l'argent des citoyens congolais. On attend que le Congo vienne le récupérer. Mais cet argent a été détourné depuis le Congo via tous les réseaux qu'on connaît. Les propriétaires même de ces maisons refusent aujourd'hui que ça ne leur appartient pas. Le Congo est au courant de ça. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pendant que nous sommes en crise, le gouvernement n'a pas mené des initiatives pour rapatrier cet argent qui traîne? On attend 3 ans. 3 ans après, s'il n'y a pas un déclarant de cet argent, l'argent reviendra au trésor espagnol. Au trésor. Nous espérons que ce sont des dossiers connus, que le gouvernement travaillera dans ces sens. Les appels ne manquent pas pour le rapatriement donc des fonds dilapidés au niveau international. Ernest Djimi, vous êtes avec nous. On parle donc de la question de la corruption. Pour vous, vous pensez vraiment que tel que les choses se passent dans les discours du président et les actes qui sont en train d'être menés, qu'est-ce qu'il faut-il encore faire pour arriver à résoudre cette question de la corruption qui est vraiment une véritable gangrène? D'abord, Sergio, il faut reconnaître que la corruption, comme l'ensemble des autres antivaleurs, c'est des phénomènes des sociétés. On ne peut pas mettre un terme définitif à de tels comportements tant que la société existe. Moi, je vous ai dit qu'un peu partout au monde, il y en a. Mais c'est à des degrés différents. Mais que doit-on faire pour que le Congo diminue un peu l'ampleur ou les degrés de la corruption qu'on constate dans sa société? C'est ça la vraie question. Et non, comment doit-on faire pour que ça en finisse? Ça ne finira jamais. Maintenant, on peut diminuer l'ampleur. Mais il s'agit tout simplement d'appliquer la loi. D'appliquer la loi. Moi, j'ai dit sur le plateau de Top TV que l'élan pris par la Commission nationale de lutte contre la corruption, c'est un bon élan. Mais sauf qu'il me paraissait sélectif à l'époque, qu'il paraissait s'appliquer plus sur certains dossiers et d'abandonner d'autres. Les Congolais savent qu'il y a assez de personnes sur qui pèsent des grands soupçons de malversation à la majorité, à l'opposition de la société civile, un peu partout. Alors, il faut donc que la commission, que les 16 ou les 19 institutions chargées de lutte contre la corruption au Congo appliquent réellement la loi sans partialité, sans connotation politique, sans règlement de compte particulier. Vous voyez, aujourd'hui, on s'attarde sur certaines personnes qui peuvent être des simples témoins qui aujourd'hui sont en prison. Alors que les Congolais savent qu'il y a des grands acteurs, qu'ils soient à la majorité, qu'ils soient à l'opposition, le PCT l'a dit, qu'il ne va soutenir personne personne qui se serait rendu victime de corruption, victime de détournement des deniers, tout ça. Je crois que le combat doit être mené de manière globale et non de manière sélective. Et les organes chargés de lutte contre la fraude ayant pour la plupart accusé d'une certaine léthargie, je crois qu'il faut les revoir. Il faut revoir ces organes-là dans le fonctionnement et peut-être mettre un coup de pied dans les seins, en essayant de les débarrasser des personnalités qui les gèrent, qui sont plus ou moins trop politisées, d'être morales vis-à-vis de certains cadres dans ce pays. Vous voyez? Donc le problème, c'est l'application rien que de la loi. Il faut que les enquêtes s'ouvrent et qu'il faut qu'elles se poursuivent. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques cas qui ont été amorcés. Mais c'est lettre morte aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a eu plus des problèmes qui tenaient à un règlement de compte contre des individus qu'à une opération, mais propre, généralisée pour tout le pays. Merci Ernest Djimi. On va donc continuer dans cette émission. On a parlé tout à l'heure de la corruption, ce n'est que le thème, mais on sait bien qu'il y a plusieurs problématiques qui seront évoquées au cours donc de ce sommet, notamment de la réforme de l'Union. Oui, je pensais quand même que oui, allez-y. Essayer un peu de creuser encore un peu plus sur le thème de la corruption, c'est très important. Donc tout à l'heure, mon prédécesseur a soulevé un aspect qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, mais dans la réalité, on ne voit pas grand-chose. Effectivement, on n'a pas encore vu les procès sur les crimes économiques et ainsi de suite. Et cela semble traduire un certain manque de volonté de pouvoir mener comme il se doit cette lutte contre la corruption, ainsi que le veut le président de la République. Mais
il faut aussi quand même se dire que socialement, nous sommes dans une société quand même un peu assez paradoxale, hein, puisque quand on interpelle les acteurs qui sont soupçonnés de délits, de crimes, c'est la même société aussi qui réagit en disant que mais pourquoi le pouvoir fait ça et tout, alors que, voyez-vous. Donc, il y a comme une sorte de manifestation culturelle autour de ce phénomène de corruption. C'est-à-dire que chaque fois qu'un acteur peut en gagner au niveau de l'État, parce que la corruption dont on parle, c'est le fait de prendre le bien public, les fonds publics pour l'enrichissement personnel. Donc, chaque fois qu'un acteur le fait, il est considéré un peu dans la société comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un, et surtout s'il il fait des petits cadeaux autour de lui, il est considéré comme généreux, et ainsi de suite. Pas grand monde ne se scandalise. Et donc, en Europe, quand même, enfin, disons en Europe, dans les grandes démocraties, c'est d'abord le regard de l'opinion qui vous cloue. Quand vous commettez un impair lié à la corruption, avant même que les institutions ne se mettent en branle, si d'aventure l'opinion vient d'en être informée à travers les médias, mais votre réputation va s'en trouver vraiment comme... Voilà. Or, chez nous, ce n'est pas parfois souvent le cas. C'est ceux qui se sont enrichis dans la corruption. Il y a des faits tout à fait, comme on dirait, devenus, j'allais dire un peu, des phénomènes sociaux qu'on connaît, mais qui ne scandalisent pas l'opinion. D'accord, mais... Ou qui ne semblent pas scandaliser l'opinion. On va pas rester là sur la question, s'il vous plaît, parce qu'il faut aussi parler... C'est une question de procédure, hein, parce que la justice, il ne faut pas... Parce qu'il y a des soupçons, mais il faut aussi tenir compte de procédures judiciaires qui demandent un certain temps et pour que la vérité soit établie. On va gagner en temps, on va parler de la réforme de l'UA qui sera d'ailleurs un des éléments au débat donc au 31e sommet. On le sait, c'est un processus piloté par le président rwandais Paul Kagame qui a proposé même pour l'autofinancement de cette institution qui est quand même un point essentiel pour la réforme de l'OUA, c'est la taxe sur les importations, les exportations plutôt. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, la volonté de chef d'État à pouvoir rendre l'Union africaine efficace, vous le sentez et vous pensez qu'on peut y arriver? Non, je crois que ce sont les importations, c'est 0,2%. Mais c'est vrai qu'il faut bien, parce qu'une institution comme l'Union africaine qui regarde tout le temps à l'extérieur même pour son propre fonctionnement, parce que vous savez que 50% du budget de fonctionnement de l'Union africaine viennent d'ailleurs. Plus de 90% des programmes de l'Union africaine proviennent des donateurs. Donc, vous voyez, l'Union africaine comme institution financièrement est quelque peu handicapée. C'est aussi ce problème de la corruption parce que c'est quand même 50 milliards de dollars qui sont évaporés comme ça dans les flux illicites. Et donc, c'est tout un programme. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une réforme pour donner à l'Union africaine le poids qu'elle mérite. Mais lorsqu'on parle encore de cette réforme, il y a aussi, lorsque vous remarquez bien, lorsque vous grattez un tout petit peu aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même aussi des réticences. Parce que le Nigeria, qui est une puissance économique en Afrique, l'Afrique du Sud, qui est une puissance économique en Afrique, qui sont en train un peu d'hésiter sur justement la taxe des importations, comme aussi sur les ZLEC, les zones de libre-échange continentales. Donc, c'est tout un programme, c'est toute une action qu'il faut mener. Mais heureusement que dans cette lutte, dans cette entreprise-là, Moussa Mahamat et le président rwandais sont du même avis. Et on espère que les autres chefs d'État vont suivre après. Alors, sur la même question, là, vous soulevez aussi la question de l'unité au sein même de cette organisation. On va se rappeler d'ailleurs...
donc de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à mon avis, n'est pas démocratique. Vous ne pouvez pas avoir autant de pays, mais avoir seulement 5 qui sont prépondérants. Mais dans ce comité, dont le Congo est membre, je rappelle la première réunion qui s'est tenue donc, ici au Congo, à Oyo, où le 10, on appelle donc le comité de 10 pays chargé donc de mener la réflexion. Et c'est pour parler d'une seule voix sur cette question. Est-ce que la problématique de parler aussi d'une seule voix en Afrique pose problème? En fait, l'union ou l'unité est nécessaire. Parler d'une même voix a toujours été indispensable. Mais toutefois, dans le cadre de la liberté d'expression, certains États, par rapport à leurs intérêts, peuvent avoir des réticences. Mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter. Il faut continuer. Ça veut dire qu'un groupe qui est d'accord démarre et au fur et à mesure, les autres peuvent suivre. L'Union européenne n'a pas commencé avec 27 États. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, donc, on avance. Ceux qui sont d'accord intègrent, on avance, que ce soit dans la zone de libre-échange. Il suffit que le nombre de ces souhaités soit atteint pour que cela démarre et les autres pourraient intégrer. Maintenant, pour terminer, je voudrais revenir sur la vie, l'assertion de mon frère concernant notre environnement social. Non, les citoyens ne sont pas d'accord avec ceux qui volent de l'argent dans notre pays. Le seul problème, c'est qu'il faut donc conscientiser les citoyens pour qu'ils soient capables de dénoncer ce genre d'abus. Mais sinon, ils n'apprécient pas le vol. C'est même une honte dans nos quartiers aujourd'hui. Même les petits-enfants, quand ils voient ces personnes passer, comment ça se découvre? Nous sommes ensemble dans le quartier, nous habitons les mêmes maisons. 2 jours après, ton grand frère est nommé directeur quelque part, on voit que le style de vie dans votre maison change, vous commencez à construire, vous commencez à acheter des voitures. Alors que vous n'êtes pas des commerçants. C'est la preuve que votre frère est corrompu et cet argent, il vous le déverse. Merci beaucoup. Oui, On va continuer. Là, nous étions en train de parler donc du comité de 10, mais on va aussi parler de notre fait qui va être à l'honneur lors de ce sommet. C'est donc l'arrivée de Emmanuel Macron, le président français, qui sera donc au terme des assises. Il y aura donc un déjeuner d'échange en vue donc de parler de cette question des financements des opérations de maintien des paix en Afrique. Et là, il s'agit de la paix en Afrique, quelque chose de très important, et on va même se le dire, créneau donc du président congolais qui sera avec ses pairs dans cette rencontre, Emmanuel Macron, qui parle de la paix. Pensez-vous que ça sera une occasion encore de plus pour essayer de faire en sorte que les actions de paix menées en Afrique soient soutenues par les autres, car la paix est très importante pour le continent? La paix est très importante, évidemment, pour le continent, pour le monde, pour l'humanité. Donc, je crois que ça, c'est un principe que nous admettons tous. Mais je crois que dans la question que vous posez, il faut bien un peu resituer les choses. Hein. La présence de Macron à Nouakchott n'est pas tellement déterminante pour le sommet. Au fait, il va faire une activité, j'allais dire un peu, profitant de ce sommet, hein, surtout qui va être axé sur le G5, donc le fameux groupe de pays africains qui sont concernés par la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et puis évidemment, travailler avec d'autres chefs d'État africains, notamment le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais depuis un certain temps, il faut préciser que... Il n'y aura pas seulement au G5 Sahel, il y a des questions comme en Centrafrique. Oui, mais il faut savoir que depuis, je crois... la présidente de la commission de l'Union africaine, sud-africaine, Nkosazana Zuma, l'Union africaine a pris la décision de ne plus faire intervenir des chefs d'État étrangers. Parce qu'effectivement, ça paraissait un peu comme des grands de ce monde qui venaient donner des leçons à l'Afrique. Et donc, on a un peu supprimé cette façon de faire pour privilégier beaucoup plus des contacts, des relations de travail de manière directe. Et donc, c'est ce que le président français, Emmanuel Macron, va faire. Bon,
les questions de paix et de sécurité sont déjà traitées au niveau du sommet. Vous savez très bien que, par exemple, il y aura le président de la commission, Moussa Mahamat Faki, va présenter un rapport, je crois, à huis clos, sur la question du Sahara occidental, qui oppose, comme vous le savez, l'Algérie et le Maroc. Donc, c'est très, très sensible et l'Union africaine a du mal à pouvoir mener un travail d'arbitrage sur cette question, parce que le Maroc considère que l'Algérie a déjà noyauté les institutions de l'Union africaine pour entraîner l'Union africaine, la position de l'Union africaine en sa faveur. Et que, d'ailleurs, même, on spécule comme ça là, que si le roi Mohamed VI ne vient pas à Nouakchott, c'est pour essayer un peu de bouder cela. Donc, ces questions de paix et de sécurité sont vues déjà entre les chefs d'État, donc c'est déjà important, et l'arrivée, évidemment, du président français, qui est un partenaire important déjà dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais aussi dans la contribution au règlement pacifique de certains conflits en Afrique est importante. Donc, va permettre aussi de pouvoir voir ces questions de financement, de logistique et tout, pour permettre évidemment à l'Union africaine de pouvoir, disons, conduire ces dossiers de règlement de conflits avec efficacité. Donc, la participation du Congo ne sera pas seulement pour figuration, mais je pense que le Congo pourra, dans ces cadres-là, pourra avoir de la voix, parce que on voit bien la participation du pays dans la résolution de beaucoup des conflits. Oui, ça c'est avéré, et même puisqu'on parle du Sahel, on sait aussi que le Congo participe en termes de logistique même dans ces conflits. Donc le Congo a tout son droit et son mot à dire là-dedans, surtout que Sergio, tu l'as dit tout à l'heure, que le Congo a été... le Congo est engagé dans plusieurs crises, la Centrafrique. Oui, dans le règlement de plusieurs crises. Donc il y a cette voix qui, je pense, compte énormément. Et la présence du chef de l'État à ce sommet, à cette rencontre, est j'allais dire, peut-être compris dans ce sens-là. Dans ce sens-là, exactement. Là-dessus, je voudrais dire oui. En fait, le président Denis Sassou Nguesso a une grande expérience dans le règlement des conflits. Et on le voit depuis des années, que ce soit pour le problème de la Namibie, pendant qu'ils se battaient pour leur indépendance, il a agi. On a vu pendant que Nelson Mandela était en prison, il a mené une grande bataille pour lutter contre l'apartheid. On a vu comment il s'est débattu pour régler le problème en Centrafrique, même si ça n'a pas apporté des résultats probants, mais on est allé jusqu'aux élections. Bon, on a vu comment il se débat avec la situation de la Libye. Bref, vu son expérience et sa durée au pouvoir, ça fait qu'aujourd'hui, il acquiert une grande expérience pour régler ce genre de conflit. Ça, c'est vrai. Et je crois bien que ce n'est pas mal fait, c'est même bien pensé. Non, ce n'est pas aussi le hasard qui fait que les pairs puissent le choisir pour être dans le groupe des 10 afin de régler le problème sur le Conseil de sécurité. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème de la présence de Macron au sommet, c'est vrai, il vient pour essayer de porter un peu sa voix, comme on dit, le lobbying, traiter les questions qui concernent le G5 Sahel, les financements. Mais moi, j'ai une position souvent qui est peut-être étonnante. Moi, je me dis que c'est de l'hypocrisie. Si l'Afrique a des guerres, si l'Afrique a des troubles, c'est le problème des matières premières. C'est la lutte que ces pays nantis mènent pour avoir le contrôle de nos matières premières. Si aujourd'hui on parle de la Libye, mais c'est la France qui a détruit la Libye. C'est la France qui est venue attaquer la Libye sous prétexte que Kadhafi était en train de massacrer son peuple. Or, la vraie raison n'était pas celle-là. Il voulait à tout prix en finir avec Kadhafi parce que Kadhafi était en train de s'organiser pour pousser l'Afrique vers son indépendance et de se prendre en charge. On a vu la conséquence depuis qu'ils ont attaqué la Libye. C'est toute cette zone qui est maintenant menacée et
il y a quelques années, pendant le vivant de Kadhafi, jamais un Africain ne pouvait traverser la Libye pour aller en Europe. Aujourd'hui, ça devient la voie qu'il a tracée. C'est la France qui est à l'origine, c'est eux qui ont causé des dégâts en Centrafrique. C'est le problème des minéraux, c'est le problème de l'uranium qui pose problème, qui crée tous ces conflits-là tout autour. C'est eux qui ont créé les conflits. Pourquoi vous voulez que l'Afrique, qui déjà a des problèmes pour nourrir sa population, qui déjà a des problèmes pour chercher à arriver à son propre développement, puisse encore utiliser son argent pour mettre la paix? C'est eux qui ont créé le problème. Ils n'ont qu'à venir le régler. Et les présidents africains devraient être unis pour imposer et voire même porter plainte contre les pays européens pour avoir créé ce genre de guerre. Merci beaucoup. On va terminer sur cette question donc, du sommet, le 31e sommet de l'Union africaine, avec Ernest Demy qui est avec nous en ligne depuis la ville Océane. On parle de cette rencontre sur les questions de la paix et notamment les financements des conflits en Afrique. Vous, votre point de vue de cela, nous pensons que, comme dit les confrères qui sont sur ce plateau, la paix est importante pour l'Afrique et qu'à ce point de vue, il est normal que les Africains puissent tout mettre en œuvre pour régler leurs problèmes et notamment, s'il le faut, régler leurs problèmes seuls. Écoutez Sergio, dans le cadre de la lutte pour le maintien de la paix en Afrique, je crois que le Congo a quand même joué des grands rôles et qu'il continue d'ailleurs à jouer dans le continent, sur le continent, pour le retour de la paix en Centrafrique. Vous savez quelle a été l'œuvre, peut-être pas du Congo comme tel, mais de l'ensemble des États africains, mais le Congo était le porte-étendard, notamment avec la responsabilisation du président Sassou dans le cadre du retour de la paix en Centrafrique. Le Congo a donc aussi intervenu, a été de beaucoup pour que la situation s'estompe en Libye avec des sommets que a patronné le président Denis Sassou Nguesso, y compris la participation à d'autres sommets organisés en dehors du Congo, notamment en France par Emmanuel Macron. Vous savez que le Congo a également un grand rôle qu'il a joué ou qu'il continue de jouer en République démocratique du Congo à travers la conférence internationale pour la paix dans la région des Grands Lacs. Donc, ces sommets ou le financement de ces opérations, oui, si on a assez, ça devra permettre l'avancée de la politique internationale de maintien de la paix en Afrique. Mais il faut savoir que le Congo, en cette matière, n'a pas été piètre élève parce que au niveau national, il a fait preuve d'une certaine ingéniosité dans les règlements pacifiques des conflits armés. Vous avez suivi en 97, 98, 99. Vous avez suivi également la récente situation du pôle qui trouve un désollement pacifique. C'est donc un exemple. Et vous savez que de temps en temps, des responsables politico-administratifs des pays en difficulté, des pays qui connaissent les conflits viennent également s'imprégner de l'expérience congolaise en matière de résolution de paix en prenant appui non seulement sur le fait qu'il résout ses problèmes internes de manière pacifique, mais surtout parce que le Congo fait montre à travers son président d'une certaine expérience dans la résolution des conflits dans les pays africains. J'ai cité la République centrafricaine, j'ai cité la Libye, et je cite également la République démocratique du Congo, et je cite également le Burundi. Donc voilà, ça vient en quelque sorte essayer un peu de capitaliser les expériences du Congo. C'est un peu pour dire aussi que contrairement à ce qu'on veut toujours nous faire croire, le Congo n'est pas si mauvais que ça parce qu'il a aussi des références positives sur le Congo en matière de règlement des conflits, en matière dans des situations qui pourtant sont difficiles à être résolues par les pays occidentaux qui ont apparemment tous les moyens et toutes les politiques possibles. Merci Ernest Demy, merci aussi à vous. On va donc passer, on a fait le tour de cette question sur le sommet, donc le 31e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre donc le 1er juillet, lundi, en Nouakchott, donc en Mauritanie. On va continuer cette émission pour parler de notre deuxième sujet et on se retrouve juste après.
De retour sur ce plateau de Presse Tribune, on va parler de la SNPC avec la loi votée en urgence. Vous l'avez suivi, les deux chambres, le même jour, les chambres ont voté cette loi qui porte certaines modifications sur les dispositions de la loi donc, de 1998 créant la Société nationale des pétroles du Congo. Alors, on le sait dans le contexte, on est clair dans le contexte, c'était quand même exigé par le FMI, c'est notamment la transparence dans la gestion du pétrole du Congo. Et cette loi vient comme affirmer cette volonté. On peut se dire qu'il était temps d'aller dans ce sens-là. Non, je pense que personne ne s'en mordra les doigts si on va vers la transparence. Mais seulement, ce qui me gêne un tout petit peu, il a fallu attendre une voie externe pour que nous, au Congo, nous puissions, de toute urgence, adopter une loi, alors que nous prônons depuis toujours la bonne gouvernance et la transparence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que nous sommes en négociation avec le FMI, il y a une certaine exigence de l'institution de Bretton Woods pour que nous puissions nous résoudre à adopter en toute urgence un peu cette loi qui complète un peu les statuts de la Société nationale des pétroles du Congo. C'est ce qui me gêne un tout petit peu. Mais du reste, lorsque on travaille pour améliorer certaines performances, je ne vois pas qui sera contre. D'accord. Alors, c'est donc une bonne nouvelle, Monsieur Hassen, vous êtes de la société civile, ça doit vous faire plaisir. Bon, ça ne peut que réjouir les citoyens quand une loi est prise dans le sens d'améliorer la performance pour que les résultats enfin puissent permettre que l'argent serve au développement du pays. Là, je suis d'accord et que j'encourage d'ailleurs ce genre d'initiative. Mais mon problème ne se situe pas là-bas. Mon problème se situe sur les principes. La SNPC a eu des difficultés. Tout le monde sait qu'il a mal géré les recettes pétrolières, il a mal géré l'entreprise depuis sa création. Il n'y a pas de résultats qui sont probants et l'État, qui est le principal actionnaire, qui détient à 5% cette société. Mais s'il vous plaît, je veux vous arrêter là-dessus, parce que quand vous parlez des résultats, il n'y a pas de résultats, ça sera peut-être trop fort, parce qu'on sait que c'est grâce à la SNPC notamment, la vente du pétrole, que le budget congolais est passé d'un certain nombre à un certain nombre. Nous avons atteint 4 000 milliards. C'est aussi un résultat. Il ne faut pas tout montrer en noir. Moi, je pense que lorsque vous nous accordez la parole, permettez qu'on s'exprime jusqu'au fond. D'accord. La SNPC a géré de 2010 à 2015 272 millions de barils qui lui ont été confiés et il a commercialisé 243 millions de barils. Combien il a reversé au trésor public? C'est moins de 12 000 milliards. Alors que dans les faits, je vais te montrer les faits qui prouvent que ce n'est pas qu'on critique notre société pour que nous sommes contre. Elle est notre société, nous la félicitons parce que dans le cadre de la souveraineté, il était indispensable que le Congo ait sa propre société pour gérer son pétrole. Mais cela n'empêche pas qu'on fasse des critiques pour qu'ils s'améliorent. Tu sais bien que où est le problème de la FMI avec le Congo aujourd'hui? La FMI attend l'audit de la SNPC, le FMI n'attend pas que vous puissiez faire des réformes comme une fuite en avant. Le FMI veut qu'on puisse faire l'audit de la SNPC parce que, regarde, de 2014 à 2017, la SNPC a procédé aux emprunts au niveau avec les traders engageant le pétrole congolais. Et vous le savez bien, et qu'aujourd'hui, le FMI, chaque fois dans son dernier objectif, il accorde des ressources aux États qui ont des difficultés au niveau de leur balance de paiement, mais à condition qu'ils puissent avoir des garanties. Les garanties qu'il veut aujourd'hui, savoir la maîtrise de la dette congolaise. Il y en a exactement combien pour qu'on puisse faire un plan d'amortissement de cette dette. Mais tant qu'il n'y a pas d'éclairage là-dessus, le FMI n'avance pas, peu importe la fuite en avant que vous faites. C'est ça que j'arrive, c'est ça que je voudrais vous dire que non, ce n'est pas qu'on critique parce que je ne nie pas les efforts de la SNPC, mais je dis bien que nous avons, je vais te prendre un exemple, en 2014, on attend que la SNPC explique. Il y a l'argent de 2 cargaisons de pétrole qui n'est pas arrivé au trésor public. En 2014, il a commercialisé 21 millions de barils
pour le compte des infrastructures et autres. Disons, prenons 17 millions de barils pour la Chine. Quand tu prends avec les autres, ça fait 21 millions de barils au total. Il n'a versé que 634 milliards au trésor public. Par contre, quand il a commercialisé pour le compte de la Chine, il a commercialisé 17 millions de barils. Lui, il a versé 811 milliards. Comment pour 17 millions de barils, tu verses 811 milliards, mais pour 21 millions de barils, tu ne verses que 634. L'écart est de près de 350 milliards. Et jusqu'aujourd'hui, le trésor public n'a jamais, on n'arrive pas à expliquer pourquoi il a fait cette défense. D'accord, merci beaucoup. Attend ça, pourquoi on avance. D'accord, d'où d'ailleurs, comme disait d'ailleurs le ministre qui a défendu la loi au niveau du Parlement, d'où cette introduction de l'audit externe annuel pour mettre à nu la publication des résultats de la SNPC en ligne pour que chaque Congolais puisse voir ce qui est fait là-dessus. Pour vous, Ernest Djimi, qui est à Pointe-Noire, on critiquait, tout à l'heure, M. Hassen vient de le dire, et également Maungu a signifié, le Congo semblait un peu traîner le pied pour aller vers l'avant, et que maintenant, on aurait peut-être dû avoir cette loi-là un peu plus tôt, ça aurait été mieux, non? N'est-ce pas, Ernest? Non, Sergio, vous ne pouvez pas poser la question en ces termes pour dire pourquoi c'est seulement maintenant qu'on vote cette loi et pourquoi pas avant, parce que l'exigence était dans les histoires du FMI avant et que le Congo ne figurait pas dans le programme du conseil d'administration actuel du FMI. Non. Le problème, c'est que est-ce qu'à l'époque, malgré la pression, le Congo avait réuni les documents relatifs au vote de cette loi? Il y a toute une procédure, il y a tout un processus qu'il faut respecter dans l'adoption d'une loi. Est-ce qu'il y a eu le contrôle de constitutionnalité? Est-ce qu'il y a eu toutes les étapes qui ont été respectées? Est-ce que le projet existait? Est-ce que... Non. Mais maintenant, c'est là où j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on prenne le Congo. Il ne faudrait pas donner l'impression que le Congo, c'est un État qui ne prépare pas ce qu'il est en train de réaliser. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous voulez faire croire que c'est le FMI qui fait la pression au Congo pour certaines réformes. Je peux dire oui à certains niveaux, mais non aussi. Parce qu'un État comme tel est appelé toujours à évoluer dans la gestion de la chose publique. Plus il y a des infractions qui se créent, plus il y a des moyens de lutte qui doivent être multipliés au diapason de l'ampleur de cette infraction. Donc si la réforme arrive maintenant et que la situation qu'elle résout n'était pas au rendez-vous au niveau des instances partenaires du Congo. Mais je suppose tout simplement qu'il n'y a pas de lien parce que la réforme intègre le fonctionnement régulier de la République qui constate que dans la situation actuelle de la CNPC, il faut telle réforme, il faut telle réforme, il faut telle réforme. Maintenant, si ça coïncide avec la nécessité d'un partenaire qui voudrait avoir ces réformes s'accentuer ou s'accélérer, tant mieux. Mais si ça ne coïncide pas, c'est normal, c'est le fonctionnement de la République. Donc moi, je ne voudrais pas, j'ai toujours été étonné que les Congolais cherchent toujours à coller une réalité ordinaire du Congo à une situation internationale qui souvent met le Congo mal à l'aise ou à l'aise. Vous voyez, pour moi, je crois que c'est une réforme ordinaire qui intègre les degrés de transparence dans la gouvernance du pétrole au niveau de la CNPC, c'est tout. Maintenant, si ça coïncide avec le programme du FMI, la pression du FMI, ou le fait que le FMI voudrait faire des choses avec le Congo et pose quelques conditions, si ça peut résoudre, tant mieux. Mais si ça ne résout pas avec le FMI, le problème, ce n'est pas satisfaire le FMI, non. Le problème du gouvernement, ce n'est pas satisfaire le FMI, le problème du gouvernement, c'est satisfaire les Congolais dans la gestion de la chose publique. Est-ce que la gouvernance de la CNPC, avec les anciens textes, permet-elle à notre gouvernement de prendre au sérieux, de gérer au mieux l'argent qui est généré et de gérer au mieux les problèmes des citoyens, tenant compte du fait que la CNPC est la principale mamelle nourricière du Congo? C'est ça la question. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qui manque? Alors, que doit-on faire? Et c'est là l'objet des réformes. Donc moi je crois qu'il faut éviter toujours de tout coller FMI. Maintenant, donc, quand le FMI, quand le Congo ne négociera pas un programme avec le FMI, il n'aura plus de programme dans ce pays? Non, non
et non. De retour, merci beaucoup Ernest pour tes interventions. Alors je pose la question à M. Joachim, on est dans la loi, on sait bien qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur la transparence. Madame Lagarde l'a si répété à plusieurs reprises sur la question, et le Congo est avancé, mais on peut se dire c'est peut-être un peu plus tard, parce qu'on attendait voir le Congo, le dossier du FMI être traité au mois de juillet, mais ce qui ne semble pas, on le confirme pas, mais selon les informations, ça semble que le dossier ne sera plus traité le 6 juillet de cette année. Est-ce que c'est pas parce que le Congo a traîné le pas finalement? C'est-à-dire qu'on va spéculer ici, est-ce que on va approcher la vérité? Je n'en sais rien, puisque les acteurs impliqués eux-mêmes ne parlent pas. L'opinion publique congolaise n'est pas informée comme il se doit. Pourtant, il y a eu une commission que le président de la République avait mise en place pour négocier avec le FMI. Donc, on serait en droit, en tant que citoyen congolais, de voir que de temps à autre, cette commission s'exprime et nous donne les éléments. Or, on n'est informé que par le FMI. C'est quand le FMI fait ses communiqués que nous sommes au courant que on a traité tel sujet et tel autre. Je trouve que c'est déjà un aspect qui n'est pas intéressant pour les citoyens congolais que nous sommes et qui ne témoigne pas de la volonté de transparence que nous voulons mettre dans la gestion public. Notre cher Hassen a dit des choses très très importantes, assez pointilleuses. J'allais me dire c'est pour la première fois que je me retrouve face à un interlocuteur qui est en train de lâcher des chiffres. Il maîtrise très les bien. chiffres. Il maîtrise les chiffres, ça c'est très bien, c'est comme ça là qu'on travaille, parce que dans ce pays, on sait aussi que à un moment donné, quand on a voulu parler, la société civile a voulu parler du pétrole, ça a suscité des grincements de dents, mais nous voyons tous que c'est un aspect important pour être profond, pour la paix, l'unité nationale, la stabilité, le développement, ainsi de suite, et de pouvoir régler ces questions importantes. Avant ça, Hassen a fait une intervention, on entend ce discours-là, mais pour lequel, moi que je ne partage pas, de prendre l'Occident comme l'origine de nos malheurs. Je voulais dire, quand le sorcier arrive dans votre village, ce qu'on dit dans la tradition, non, c'est qu'il a bien trouvé des complices. Je voulais dire, nous-mêmes, les Africains aussi, nous contribuons, et si nous ne sommes pas nous-mêmes aussi à l'origine de certains quand même de nos maux, nous devons être responsables, parce que les autres aussi nous le disent. On voit des pays asiatiques qui étaient parfois plus pauvres que nous, mais aujourd'hui qui sont des dragons. Alors que, mais on voit aussi comment certains pays africains, aujourd'hui le Rwanda, on donne l'exemple, c'est vrai que c'est une exception un petit peu, qu'avec une volonté politique, avec un leader déterminé, on peut radicalement changer les choses et aller de l'avant. Donc, je voulais dire, les exemples de progrès, de développement n'existent plus pas seulement en Europe, mais aussi même en Afrique, on peut en trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? On parlait de l'exemple de la SNPC. Voyez-vous, c'est important que pour une entreprise qui gère la richesse, une des richesses nationales que nous avons, que cette entreprise soit soumise à des critères de transparence, à des critères de respect de la loi, parce que tout le reste en dépend. Voyez-vous? Et même au-delà, j'allais dire, puisque nous sommes en démocratie, en démocratie, ça signifie qu'un régime peut changer sur le plan démocratique. Donc, que chaque régime qui arrive se sente en devoir de transparence par rapport à cette richesse nationale. Parce qu'on sait aussi que, quelque part, on dit les guerres que nous subissons, c'est à cause de tout ça là. Si celui qui arrive gère comme il veut, je crois que ça serait difficile de sortir du cycle des violences. Donc, le vote de la loi portant modification des statuts de la SNPC, c'est une très bonne chose. Il faut simplement regretter, comme Giscard Maungu l'a dit, un peu la forme. Ça a été à la va-vite, ça a été au forceps, ça a été sous la pression d'une voix extérieure, notamment celle du FMI. On a l'impression que nous-mêmes, nous n'y croyons pas, mais que c'est plutôt, on veut remplir un critère qu'on nous a imposé. Donc, j'espère que ce n'est pas seulement pour ce calcul-là.
Je crois que si on l'a fait, si le Parlement a voté, j'espère que nos élus sont convaincus de la responsabilité qu'ils viennent de poser. Autrement, comme on dit en regardant un peu les 2 septennats écoulés, où le Parlement a fonctionné normalement dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, ça n'a pas empêché qu'on en arrive à la catastrophe. Merci beaucoup. D'aujourd'hui. Je vais vous donner la parole. Vous allez prendre la parole. Tout à l'heure, il a bien parlé que c'est une bonne chose et que le Parlement doit veiller. Et c'est ça ce qu'on reproche souvent au Congo. On a des bons textes, mais on n'applique pas toujours. Est-ce que c'est là aussi n'est pas le problème? C'est ça notre talon d'Achille. C'est vrai que nous avons eu cette loi qui vient d'être adoptée tout récemment, mais il ne faut pas ignorer que dans notre pays, nous avons le code des hydrocarbures, nous avons le code de transparence, nous avons plusieurs autres lois qui allaient faire de telle sorte qu'il y ait cette transparence tant recherchée. Le cabinet Finergie, si je ne m'abuse, et avant il y avait KPMG, qui ont travaillé sur le pétrole de notre pays, ont déploré le fait que, malgré qu'il y ait certains progrès en termes d'adoption de lois, malgré qu'il y ait des textes qui allaient faire, lorsqu'il y a une certaine transparence, qu'on ne retrouve pas grand-chose. Et ici, on a démontré qu'il y a des manquements graves tout autour de la production du pétrole de notre pays. Donc, je pense qu'au-delà de ces adoptions, il faut qu'il y ait une volonté véritable, une politique volontariste pour que, concrètement, et de manière, on va dire, définitive, qu'on arrête un peu, on ne peut pas arrêter la corruption, ça c'est vrai, mais sur le plan de l'application de la loi, de l'application véritable de la loi, qu'on sorte un peu de ce bourbier pour que les voies extérieures nous faire des reproches. Vous n'avez pas fait ça. Alors, on va maintenant parler de ce qui va changer concrètement, parce qu'on sait bien, on parle, quand on a suivi le ministre, on parle de cet audit annuel externe. Vous êtes quelqu'un qui regarde de près la société civile. Avec l'audit annuel externe, qu'est-ce que ça va changer complètement? Bon, ce qui est sûr que l'auditeur, c'est comme une tierce personne qui n'est pas impliquée dans la gestion, qui vient regarder ce que vous faites. Et c'est constitué des experts en la matière, que ce soit en matière de pétrole, que ce soit en matière de finances, que ce soit en matière de gouvernance. C'est des gens une équipe constituée des technocrates d'un cabinet quelqu'un qui viendront faire l'expertise, et cela, c'est sûr et certain que ça apportera des informations. Mais le problème ne se pose pas en fait là. Je veux, quand vous regardez l'objet de cette loi, l'objet concerne à renforcer les tests en vue d'améliorer la performance de la SNPC au même niveau que les autres pays et les autres cultures étrangères. Mais le même objet existe dans le contrat de performance signé entre la SNPC et l'État. Le contrat de mars 2008, l'objet était le même, améliorer la performance de la CORAF pour qu'il soit au même niveau de capacité que les autres structures africaines. Mais la conséquence a été quoi? Il était prévu dans ce test que l'ARAP puisse faire une évaluation mensuelle et regarder qu'est-ce qui se passe. Et tout le trimestre, chaque trimestre, il y avait un comité de suivi qui devrait faire le point pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Mais 10 ans après, la CORAF se retrouve avec 1435 milliards de dettes vis-à-vis de l'État pour non-respect de l'article 9 de ce contrat, qui était prévu que le Congo lui livre le Nkosa pour le raffinage. 90 jours après, il verse au trésor public la contrepartie numéraire de cette livraison. Mais 8 ans après, nous sommes à près de 2000 milliards que la CORAF n'a jamais payé au trésor public. Or, les conventions de base de la comptabilité disent que lors de la présentation des comptes, il n'y a pas compensation entre les comptes d'actifs et du passif. C'est-à-dire que les comptes de l'actif ne peuvent pas couvrir le passif. Est-ce que, aujourd'hui, quand vous regardez les comptes de la CORAF, vous pouvez trouver ce passif de près de 2000 milliards? Ils devraient déposer le bilan. Donc c'est pour vous dire que le même test a existé il y a 10 ans pour une simple partie qui est la CORAF. Mais on n'a pas eu des résultats. Et aujourd'hui, on ne fait pas l'état des lieux pour voir qu'est-ce qui se passe et on dit on change. Deuxième élément, en ce qui concerne les audits.
Mais depuis pratiquement plus de 10 ans, le Congo est d'ailleurs l'un des premiers pays en Afrique, voire dans le monde, qui fait l'audit de la commercialisation de son brut chaque trimestre avec le cabinet KPMG. Et ce cabinet donne toutes les informations et les recommandations pour améliorer. Mais c'est le gouvernement qui devrait se saisir de ces rapports, y compris le rapport de Finergis qui a travaillé avec l'ITIE pour prendre des décisions comme un instrument d'évaluation, un instrument d'information pour prendre des décisions. Mais si le gouvernement ne s'en sert pas, les rapports sont là, ils pourrissent dans les tiroirs avec les informations. Comme on dit que pour cacher l'information à un Congolais, il faut l'écrire sur un document, l'information pourrit. Et en plus, pour terminer, nous avons le code de transparence qui a été voté, qui pose, je crois, c'est la loi numéro 10/2017 du 10 mars 2017 portant code relatif à la transparence et la responsabilité de la gestion des finances publiques. Ce code prévoit tout, y compris l'information. La SNPC est une société publique, c'est une société qui gère l'argent des citoyens, l'argent du contribuable congolais. Il doit rendre compte. Merci beaucoup. On va, s'il vous plaît, on va voir quel est le résultat de cette structure. Exactement. Merci beaucoup. On va terminer, j'espère, sur une note quand même positive. On a parlé de qu'est-ce que ça va changer. On a compris que pas grand-chose, si seulement l'État ne s'impliquait pas totalement, et notamment les institutions comme le gouvernement et le Parlement. Et surtout, il ne faut pas prendre les critiques, les remarques qu'on fait comme étant des choses négatives. Non, c'est justement, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Hein, si vous voulez que votre enfant soit bien éduqué, soit un jour un cadre, je crois quand même que nous tous, nous savons qu'il faut de la rigueur dans l'éducation. Donc, si nous, hommes des médias, si nous, leaders d'opinion, responsables à quelque niveau que ce soit, dans la société civile, ainsi de suite, nous sommes rigoureux avec nos dirigeants, c'est pas pour dire que nous ne les aimons pas, que nous voulons les critiquer, non. C'est pour faire qu'ils soient éveillés et qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, qu'ils puissent conduire la barque au Congo, comme on dit, à bon port. Donc je crois que tout est positif. Quand Hassen parle, je trouve de la positivité dans son expression. Et je crois que si les cadres faisaient comme ça là, on serait loin. Or, l'opacité a été au service de la corruption, a été au service du détournement des deniers publics. Il ne faut plus faire comme ça là. Il faut se séparer de la culture de l'opacité. Les gens qui disent non, non, c'est le secret d'État, il faut pas, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est ça qui nous a conduit au drame que nous vivons aujourd'hui. Donc, combien de pétrole le Congo produit? Combien de pétrole le Congo vend? Combien rentre au trésor public? Combien le trésor public dépense? Ce sont autant d'informations que l'État est en devoir de donner aux citoyens. Et même pour ça, l'État a fait une loi, la loi, le code dont tu as parlé. Merci. Donc, appliquons. Merci beaucoup. Il y ait la culture de transparence. Sans culture de transparence, mon cher Sergio, nous allons retrouver les mêmes effets. Merci beaucoup. Les temps nous pressent. On va terminer avec cette affirmation de Joachim Banza. Il faut appliquer la loi. Nous l'espérons que ça va être appliqué pour le bien-être de tous. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à mes invités. On se donne rendez-vous les dimanches prochains avec le même plaisir et le même sens du devoir. D'ici là, portez-vous bien.